À ce moment-là, après avoir été licencié de mon poste d'architecte, je ne savais pas quoi faire. J'étais désespéré. J'avais découvert certains bons côtés d'Internet et la possibilité de gagner de l'argent en ligne, et j'ai pu créer une entreprise pour m'en sortir. C'est en passant à l'action que je suis arrivé là où je suis aujourd'hui. Et si perdre votre emploi devenait la meilleure chose qui vous soit arrivée? En 2008, Pat Flynn a perdu son emploi d'architecte et a saisi l'opportunité pour lancer Smart Passive Income, désormais l'une des plateformes les plus fiables pour l'entrepreneuriat en ligne. Autrefois, posséder une information que les autres n'avaient pas vous rendait plus intelligent. Aujourd'hui, nous avons tous accès aux mêmes informations. Plus vous pouvez apprendre rapidement de nouvelles compétences et connaissances pour les appliquer, plus cette capacité sera la compétence clé. Au début, je n'ai pas agi immédiatement. Je dois reproduire ce que j'ai fait en devenant architecte. J'ai fini par trouver des podcasts qui m'ont plu. Croire en ce qui était possible a été la première étape. J'ai enfin appris cette leçon que j'ignorais. Si c'était facile, à quoi cela ressemblerait-il? D'un blog de niche à un podcast avec plus de 80 millions de téléchargements, Pat a construit sa marque sur la transparence, la valeur et le service. Il est l'auteur de Will It Fly et Superfans, cofondateur de Switchpod et mentor de milliers de personnes apprenant à créer des entreprises en ligne, prouvant que l'adversité peut être la parfaite. Nous compliquons souvent les choses inutilement. Chaque seconde perdue à penser aux détracteurs est une seconde de moins pour aider ceux qui pourraient te bénéficier de ton travail. Tu peux tout avoir dans la vie en aidant les autres à obtenir ce qu'ils veulent. Je suis enthousiaste à l'idée de faire ça. L'une de mes idées préférées du livre est celle-ci. Donc tu écris. L'information m'avait fait défaut. J'ai grandi en croyant que l'information en soi avait de la valeur. Toute mon expérience au lycée et à l'université reposait sur l'idée que plus tu en savais sur plus de choses, plus tu aurais de succès. Mais en 2008, peu après avoir obtenu mon diplôme d'architecture, j'ai perdu mon travail de rêve. J'avais 25 ans, allongé dans la chambre de mon enfance, à fixer le plafond et à pleurer de frustration. J'ai l'impression que ce que tu as vécu, c'est ce que beaucoup de gens ressentent quand le soi-disant système traditionnel auquel ils pensaient pour réussir les déçoit. Alors dis-moi ce que tu pensais à ce moment-là, quand l'information t'a fait défaut. Oui, pour donner un peu de contexte, et encore merci de me laisser partager cette histoire. Ça a été des montagnes russes, c'est sûr, pour passer de là à ici. Mais à ce moment-là, après avoir été licencié de mon travail d'architecte, après avoir consacré pratiquement toute ma vie à l'enseignement supérieur et à apprendre autant que possible, devoir ensuite retourner vivre chez mes parents après m'être fiancé et avoir l'impression de régresser dans la vie. J'étais perdu et désespéré, ne sachant que faire. En fait, l'une de mes premières démarches a été d'assister à une présentation de couteau Codecombe suite à une invitation que j'ai reçue sans le savoir initialement. Et puis, je me suis retrouvé dans une pièce avec tout un groupe de gens d'Amway. Même le désespoir s'installe quand on essaie simplement de survivre. Et tu sais, heureusement, j'avais découvert certains bons côtés d'Internet et comment gagner de l'argent en ligne. Et j'ai pu créer une entreprise pour m'en sortir. Mais à ce moment-là, j'étais perdu, tu vois. Tu as l'impression que tout ce que tu as fait et dans quoi tu as investi du temps était du gâchis. Et tu sais, on peut dire qu'on ne changerait rien parce qu'on est content de là où on en est aujourd'hui. Mais honnêtement, si je pouvais revenir en arrière, j'aurais fait plus de choses, j'aurais pris plus d'initiatives, je n'aurais pas autant appris parce que c'est seulement en agissant que je suis arrivé là où je suis aujourd'hui. Donc, je peux seulement imaginer à quel point j'aurais pu aller plus loin si j'avais su ce que je sais maintenant. Tu as dit quelque chose de très intéressant. Je n'aurais pas autant appris que ce que j'ai appris. C'est la base de la thèse derrière l'apprentissage Lean. C'est un peu comme le minimum viable product de l'avancement cognitif, non? Vous apprenez juste assez pour accomplir la prochaine étape. Pourquoi mettons-nous autant l'accent sur l'accumulation de connaissances? Je pense que c'est parce que nous traitons la connaissance comme de la nourriture. C'est-à-dire que vous tombez dessus, imaginez, je veux dire, nous ne sommes tout simplement pas faits pour consommer la quantité d'informations à laquelle nous avons maintenant accès, tout comme à l'époque des hommes des cavernes. Si vous tombez sur un arbre fruitier ou un buisson, vous ramassez tout parce que vous pourriez ne pas en trouver un autre. C'est littéralement une question de survie, non? Et puis, c'est précieux d'avoir ça parce que vous pouvez ensuite le donner aux autres. Autrefois, posséder une information que les autres n'avaient pas vous rendait plus intelligent à leurs yeux. On vous
Posséder une encyclopédie Britannica était un signe de statut social élevé. Cela vous faisait paraître plus intelligent car vous pouviez vous l'offrir contrairement à d'autres. Aujourd'hui, nous avons tous accès aux mêmes informations, mais nous les traitons de façon identique. J'ai mené une enquête une fois lors d'une conférence et 80 à 90% du public était abonné à plus de 10 podcasts, à plus de 10 chaînes YouTube et ressentait le besoin de tout consommer. Mais combien de tout cela mettent-ils réellement en pratique? Imaginez votre expérience en lisant un livre, même un ouvrage de développement personnel ou sur l'entrepreneuriat. Vous lisez tout et ensuite vous appliquez peut-être une ou deux choses. Et j'ai l'impression qu'on doit changer notre façon de consommer, mais aussi ce qu'on s'autorise à consommer. Nous sommes maintenant à un buffet d'informations et non seulement nous sommes programmés pour remplir nos assiettes autant que possible, mais en plus, les algorithmes nous gavent d'informations. Nous recevons aussi des informations dont nous ne savions même pas avoir besoin, ce qui ne nous prépare pas à réussir aujourd'hui. C'est vraiment ça, le point important ici. Le succès vient en agissant, en restant concentré et en obtenant du soutien pour ce à quoi on dit oui. Cependant, comme nous sommes tellement intégrés dans ce monde avec tellement d'informations, mais aussi trop d'inspiration, et c'est ça, c'est étrange à dire aussi, non? Est-ce qu'on peut être trop inspiré? Absolument, parce que quand tu suis tout le monde sur Instagram, tu es inspiré par cette personne et sa stratégie, puis par une autre et ce qu'elle fait de sa vie, et tout à coup, tu es tiré dans tous les sens et encore plus perdu qu'avant. Donc, l'idée ici, c'est vraiment de faire la différence entre l'apprentissage au cas où, ce que nous faisons tous, et l'apprentissage juste à temps, c'est-à-dire avoir un objectif et une étoile du Nord vers laquelle se diriger, mais ne s'autoriser à apprendre que sur la prochaine étape de ce que tu fais, en faisant confiance au fait que l'information sera là pour l'étape suivante et qu'en plus, elle sera encore meilleure et plus à jour quand tu en auras besoin. Donc, disons non à ça maintenant, pour pouvoir dire oui aux choses auxquelles on s'est engagé. Et c'est en gros la thèse de tout ça, basée sur beaucoup de mon propre parcours et de mes expériences depuis que j'ai été licencié et que j'ai essayé de découvrir comment réussir dans ce monde. Tu sais... Tu soulèves quelque chose auquel je n'avais même jamais pensé, mais l'éducation traditionnelle. La plupart des entrepreneurs peuvent critiquer l'éducation traditionnelle toute la journée. Et ils vont dire, eh bien, tu sais, je n'ai pas utilisé mon Master of Business Administration quand j'ai créé mon entreprise, ou tu sais, beaucoup de choses que j'ai apprises ne m'ont pas été utiles. Étudier dans une université de l'Ivy League peut offrir des avantages en termes de réseau, mais à part ça, qu'apporte-t-elle réellement? Dépenser 100 000 $ pour ta licence ou peu importe ce que tu as dépensé pour ça. Mais tu soulèves quelque chose d'un peu plus sournois et légèrement effrayant, c'est-à-dire l'éducation traditionnelle et la façon dont nos parents et nos grands-parents fonctionnaient. C'est pour t'entraîner à avoir besoin d'autant d'informations que possible. Ça t'entraîne à simplement accumuler ces informations au cas où. Donc, si tu passes par ce système éducatif traditionnel, ce que beaucoup de gens font encore, peu importe. Je ne sais pas si tu as un avis là-dessus, mais moi, j'en ai un. Eh bien, j'en ai plusieurs, c'est sûr. Je veux dire... Mais tu vois ce que je veux dire, non? Genre... Ça t'apprend, ça te fout dedans. Ça te détruit, même si ça ne t'aide pas. En effet, nous n'apprenons pas comme il faudrait. Pour bien apprendre, il faut lire un manuel, qui n'a peut-être même aucun rapport avec ce qui nous intéresse. Puis on passe un test dessus, et si on échoue, ça veut dire qu'on est nul, non? Tout ce truc, tu sais, il faut avoir des A pour avancer dans ce monde. Non, il faut faire des erreurs pour pouvoir découvrir qui tu es, ce que tu aimes et quelle direction prendre, c'est ça. L'éducation, c'est génial. J'ai adoré les écoles où je suis allé et j'ai eu la chance d'avoir de super professeurs. Les professeurs méritent un meilleur salaire. Nous avons besoin de professeurs de plus haut niveau et de meilleure qualité. Cependant, je dirais que nous ne sommes pas vraiment préparés à réussir. Dans notre système éducatif actuel, il y a une histoire au début d'un livre dont vous vous souvenez peut-être. La classe maternelle de mes enfants et leurs différentes approches d'apprentissage. Dans la vie réelle, comment ils ont pu résoudre un problème concret sur le moment et à quel point cela peut changer la vie de quelqu'un d'y réfléchir. Je souhaite transmettre ces valeurs à mes deux enfants de 15 et 12 ans sans nécessairement vouloir qu'ils deviennent entrepreneurs. Ils peuvent le devenir s'ils le souhaitent. Je veux leur donner des options, mais je veux qu'ils pensent comme des entrepreneurs, qu'ils comprennent que la vie et le progrès dans la vie consistent à résoudre des problèmes et à aider les autres, et que souvent, on ne peut pas y arriver seul. Tu dois collaborer avec d'autres personnes qui ont des compétences complémentaires aux tiennes. Tu dois apprendre à communiquer et à présenter tes idées. Même si tu es employé, tu dois savoir faire ça et comprendre l'importance du personal branding, de tes missions, valeurs et de qui tu es.
Tout ça n'est pas enseigné à l'école, n'est-ce pas? Sans parler des choses liées à la finance, qui sont aussi importantes et qu'on n'enseigne pas à l'école. Dès le début, il faudrait apprendre à être empathique et développer les compétences interpersonnelles et la communication. Puis, on trouve sa voie. Pense à l'éducation des gens avant que le système éducatif ne devienne ce qu'il est aujourd'hui. C'était plutôt un modèle d'apprentissage. Et tu trouves quelqu'un qui fait des choses intéressantes et tu travailles avec lui pour apprendre de lui. Et toi, tu pourrais, tu sais, te brûler un peu la main sur ce truc de forgeron. Je ne connais pas la terminologie de forgeron et tu te dis que tu ne vas plus refaire ça. Puis la personne qui te guide et te montre comment t'améliorer. Tu deviens ensuite un maître dans ce domaine car c'est ce que tu es. Ensuite, tu peux transmettre cela à d'autres et leur enseigner. Cela rend ton expérience encore plus enrichissante. Nous avons perdu cela. Et je pense qu'il y a une raison de revenir à ça et de combiner ce que nous avons aujourd'hui avec ce qui a déjà fonctionné auparavant. Ce livre a des objectifs ambitieux, mais je souhaite surtout qu'il soit un point de départ pour la conversation, pour le public et chaque personne qui l'écoute ou le lit, afin de ralentir et de se demander « qu'est-ce que je fais ?» Et est-ce que cela correspond à l'endroit où je veux aller? Et est-ce que je me donne la meilleure chance? Fais-je le meilleur pari possible pour vraiment réussir? Nous travaillons à contre-courant du monde actuel et devons en quelque sorte nous libérer, nous débrancher de la matrice, si tu veux. 1000%. Je pense que beaucoup de gens sont... Comme toi et moi, on vit dans ce monde où on part du principe que, tu sais, l'auto-éducation, passer à l'action, exécuter, casser des choses et trouver des solutions, c'est normal. Et on part du principe que ces choses créées sont des idées communes, mais ce n'est pas le cas, vraiment pas. La plupart de nos amis vivent les mêmes vies que nous, mais la majorité des gens, ils partent juste du principe que, tu sais, on va faire comme mes parents ont fait. Et en plus de ça, ils découvrent que s'ils font comme leurs parents, c'est un moment de prise de conscience que j'ai eu tôt dans ma vie. Si je reproduis exactement les mêmes étapes que mes parents, ma vie sera pire que la leur parce que maintenant le coût de la vie a augmenté. Je ne peux pas acheter une maison individuelle à 20 ans. Les salaires ne suivent pas le coût de la vie dans la ville où j'étais. Je me suis dit, gars, il fallait trouver une autre solution. C'était mon déclic, mais je ne sais pas si tout le monde l'a. Les gens fondent leur famille plus tard et n'achètent pas de maison. C'est hors sujet, mais c'est la réalité. Les gens louent au lieu de posséder l'anxiété, la dépression, tout ça. C'est juste mauvais. C'est mauvais partout parce que les gens ne pensent pas différemment. Et selon moi, c'est justement le déclic pour commencer à penser différemment. C'est bien d'y réfléchir à l'avance et de te demander si c'est la direction que tu veux donner à ta vie. Moi, j'étais en mode automatique. Bonne note, bonne université, super boulot, et je planifiais mon plan 401K. Toute ma vie était planifiée à l'avance et je ne me suis jamais vraiment arrêté pour réfléchir. Est-ce que c'est vraiment ce que je veux faire? Parce que j'étais lancé par mon passé, mes parents, la société. Et honnêtement, si je n'avais pas été licencié, je ferais probablement encore de l'architecture. Et tu sais, j'espérerais peut-être être heureux, mais je n'aurais certainement pas la liberté de temps ni la possibilité de faire ce que je veux, quand je veux, avec qui je veux. Et pour moi, c'est ça la liberté ultime que j'ai aujourd'hui parce que j'ai pu construire ces entreprises et apprendre rapidement. C'est la compétence qui, selon moi, sera la plus précieuse à l'avenir parce que tout change tellement vite. Plus tu peux apprendre et acquérir de nouvelles compétences et connaissances rapidement pour ensuite les appliquer, pas juste pour apprendre, pas juste pour une soirée quiz au bar, mais parce que tu veux vraiment faire quelque chose. Avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, la compétence primera. L'intelligence artificielle met tout le monde sur un pied d'égalité en termes d'information et de connaissances. C'est la mise en pratique des connaissances et l'humanité qui nous permettront de nous démarquer, de trouver la joie et d'apporter plus de valeur dans un monde de plus en plus automatisé et mécanique. Comment as-tu fait la première fois que tu es passé de, tu sais, dans la matrice, travailler de 9h à 17h, tu as été licencié, provoquant une énorme perturbation dans ta vie. De retour chez tes parents, comment as-tu adapté, si tu l'as fait, ton approche de l'apprentissage pour devenir un entrepreneur prospère? Parce que je pense que le consultant de McKinsey a beaucoup de mal à devenir entrepreneur car il a été formé à accumuler autant d'informations que possible. Et tu étais quelqu'un qui accumulait autant d'informations que possible. Et c'est comme ça que j'allais réussir ma carrière. Je vais maintenant tenter de bâtir mon propre projet. Nous savons que l'apprentissage agile mène à l'entrepreneuriat, mais tu ne t'es pas lancé en te disant « Je vais apprendre mon produit minimum viable de ce que je lance maintenant ». C'est comme ça que je vais procéder. Tu étais sûrement dans tes pensées.
Tu rassemblais sûrement un maximum d'infos, tu craignais probablement de passer à l'acte. Toutes ces idées étaient probablement très vraies pour toi à ce moment-là. Alors, comment as-tu fait? Comment as-tu, t'es réparé? Comment as-tu échappé à la matrice? Comment as-tu fait? Peut-être que c'était par nécessité. Qu'est-ce que c'était? C'était une question de survie. Je ne pouvais pas m'empêcher de faire cette action que je n'aurais pas faite autrement, car je fondais une famille, je voulais quitter la maison et il y avait beaucoup en jeu. Ouais, c'est dans le livre que je parle de l'importance de se mettre un peu hors de sa zone de confort sous plus de pression pour adopter une position élevée. J'appelle ça une fonction de force volontaire. Il y a beaucoup d'autres cas où je me suis délibérément mis dans une situation pour apprendre et agir, sans me laisser le temps de trop réfléchir ou de me submerger, mais où je devais simplement passer à l'action. Comme quand j'ai appris à parler sur scène ou à pêcher avec un leurre plutôt qu'avec d'autres méthodes, il y a de nombreux exemples différents. Mais pour revenir au moment où j'ai commencé, tu as raison, je n'ai pas agi. Immédiatement, je me suis dit qu'il fallait que je fasse comme lorsque je suis devenu architecte, m'instruire et apprendre tout ce que je peux sur l'entrepreneuriat. Avant de passer à l'action, j'ai acheté et lu tous les livres chez Barnes & Noble et j'ai commencé à écouter tous les podcasts existants. Encore une fois, je faisais précisément ce que je déconseille aujourd'hui, mais j'ai finalement trouvé un podcast, avec lequel j'ai accroché avec les animateurs. En fait, c'était croire maintenant que c'était possible. C'était la première étape. Grâce à un autre exemple, j'ai écouté le podcast Maîtrise du business Internet, et c'était le seul que je pouvais trouver qui semblait à peu près digne de confiance à cet âge-là. Et il y avait un épisode avec un gars nommé Cornelius Fitchner, qui était chef de projet, et il apprenait aux gens comment devenir chef de projet, et il gagnait 6 chiffres par an en aidant les gens à réussir l'examen Project Management Professional, l'examen de chef de projet, et c'est là que je me suis dit « Oh mon Dieu, c'est vraiment possible ». Quelqu'un comme moi qui a passé plusieurs examens en tant qu'architecte, je pourrais peut-être prendre certaines informations que j'ai et les mettre en ligne. Et c'était en quelque sorte le premier moment d'inspiration. C'est devenu une passion pour moi d'essayer de comprendre comment partager ces connaissances que j'avais en ligne. Encore une fois, je suis tombé dans les mêmes pièges. Apprends-moi à créer un site web de zéro. Laisse-moi apprendre le JavaScript et le feuillet de style en cascade. Laisse-moi apprendre le marketing. Laisse-moi apprendre toutes ces choses, l'optimisation pour les moteurs de recherche, blablabla. Bla, bla, bla. Et finalement, j'ai fini par investir dans un programme que ces gars-là proposaient. Et ça m'a aidé à éliminer tout le bruit. J'ai fini par apprendre cette question que je pratiquais inconsciemment à l'époque, mais ces gars-là l'incarnaient, en quelque sorte. C'est une question que Tim Ferriss m'a posée plus tard, qui m'a aidé à un moment décisif de ma vie. Si c'était facile, à quoi cela ressemblerait-il? Et ça, mon Dieu, ça a changé ma vie parce que moi et beaucoup d'autres personnes qui écoutent probablement l'émission et qui sont des performeurs de haut niveau ont souvent tendance à trop compliquer les choses et à les rendre plus difficiles qu'elles ne devraient l'être. Ce programme que j'ai reçu listait les outils essentiels pour créer un site web, le mettre en ligne et avoir une optimisation pour les moteurs de recherche basiques. J'ai mis mes connaissances en ligne et, à ma grande surprise, j'ai commencé à avoir du trafic. Je me suis dit que c'était cool. Maintenant, je veux gagner de l'argent. Comment je fais? Eh bien, je pourrais commencer, je pourrais aller à l'école pour apprendre à faire du conseil et tout ce genre de choses. À l'époque, la solution la plus simple était de vendre un e-book contenant ces informations. Je me suis dit que c'était une bonne idée, mais je ne savais même pas ce qu'était un e-book à l'époque. Encore une fois, c'était en 2008. Donc, encore une fois, j'ai adopté une approche d'apprentissage allégé, c'est-à-dire quelle est la prochaine étape uniquement, et je n'ai appris que cela, puis j'ai compris le reste plus tard parce que ces ressources étaient disponibles. La première chose que je savais, c'est que je devais prendre ces informations et les mettre dans une sorte de livre. Si c'était facile, à quoi cela ressemblerait? Je l'aurais déjà dans Word. C'est donc ce que j'ai fait. Je ne me suis pas soucié de la mise en forme, de la façon de le vendre ou de quoi que ce soit d'autre. Je savais que j'avais besoin du livre pour que tout se réalise. Alors, je l'ai mis dans Word. Une fois que c'était fait, j'étais très motivé pour passer à l'étape suivante car je progressais bien. Je voyais enfin quelque chose se passer, ce qui arrive rarement. Et ensuite, j'ai compris comment le mettre en forme. J'ai trouvé les bonnes ressources, les bons outils pour mettre ce livre en forme, dont j'avais seulement besoin à ce moment précis. Une fois le livre prêt à être publié, je me suis demandé comment le vendre. Quelle était la prochaine étape? Je suis allé voir mes mentors et les gars qui étaient dans ce programme, et ils m'ont dit « D'accord, voici comment tu peux mettre un bouton PayPal sur ton site web. » Super, j'ai fait ça. Maintenant, il me faut une page de vente. Comment je construis une page de vente? Je n'ai jamais fait ça auparavant. Mais j'ai trouvé une ressource grâce à quelqu'un qui avait déjà suivi ce chemin. Ils m'ont dit d'aller jeter un œil à ce livre. Tu peux l'emprunter à la bibliothèque ou l'acheter. Son titre est « Moonlighting on the Internet » de Yannick Silver. Le livre se termine par une page de vente, façon Madlib, sans même avoir à lire le reste de l'ouvrage.
bien qu'obligé de tout lire, c'était passionnant et nouveau. Seul le dernier chapitre est une page de vente façon Madlib. Tu peux y insérer ton produit et l'utiliser sur ton site web. C'est exactement ce que j'ai fait. Probablement le livre le plus précieux que j'ai jamais acheté. C'était un livre à 35 $ parce qu'il s'est transformé en des centaines de milliers de dollars de vente par la suite et très souvent on complique tellement les choses. Ce livre, ce site web continue encore aujourd'hui, 17 ans plus tard. Je reçois toujours des revenus chaque mois sans même avoir à y toucher grâce à ce site web. Grâce à un travail supplémentaire que j'ai fait sous forte pression pour essayer de survivre au début, qui continue de porter ses fruits au fil du temps, j'ai pu construire plusieurs entreprises dans de nombreux secteurs différents au fil des années. J'adore ça. C'est l'exemple parfait d'information juste à temps. Tu l'as vraiment vécu. Et c'est une idée tellement puissante. J'ai l'impression de ne pas avoir été le parfait défenseur de ce principe durant toute ma carrière, tout mon parcours entrepreneurial, mais je peux te dire que lorsque j'ai compris que tout ce que je veux se trouve de l'autre côté de l'action, je passe beaucoup moins de temps à apprendre et beaucoup plus de temps à agir. En fait, il n'y a rien de mal avec les podcasts. Je ne pourrais jamais te dire de ne pas en écouter. Ce serait contre-productif pour moi. Mais il y a un moment où tu dois arrêter d'écouter des podcasts et commencer à faire des trucs. Tim Ferriss est excellent. J'adore ça. Si c'était facile, à quoi ça ressemblerait? Une autre chose qui tracasse les entrepreneurs, c'est où la raison pour laquelle ils accumulent autant de connaissances, c'est parce qu'ils ont peur de passer à l'action ou qu'ils ont peur d'un résultat négatif. Tim Ferriss propose une autre idée qui résout ce problème, la définition de la peur. C'est comprendre quel est le pire scénario possible qui pourrait arriver et se demander réellement, est-ce que c'est probable que ça se produise? Et la plupart du temps, la réponse est non, tu vas à l'extrême, n'est-ce pas? Je suis sûr que tu connais ce concept, mais c'est comme, d'accord, si l'entreprise ne marche pas et que je ne peux pas payer le loyer, tu sais, le pire du pire, c'est que je me retrouve sans abri. Ma femme me quitte, ce n'est pas possible. Lorsque tu réalises que le pire scénario n'arrivera jamais, il devient plus facile de passer à l'action, ce que tu dois vraiment faire. On a un peu parlé de la façon dont l'information juste à temps est très différente de la manière dont la plupart d'entre nous ont appris. Mais si tu devais regarder en arrière et voir comment tu as fait la transition de l'information au cas où à l'information juste à temps, si tu devais donner l'idée la plus utile pour que quelqu'un puisse commencer à changer sa façon de penser, sa façon d'apprendre et sa façon d'agir, quelle serait cette idée pour quelqu'un qui est actuellement coincé dans ce mode d'accumulation de connaissances dans sa vie? Comme je l'ai dit plus tôt, qui écoute cette émission, et ce sont des personnes qui sont dans les affaires, qui construisent leur première entreprise ou qui sont des cadres dirigeants, mais beaucoup de cadres qui écoutent dans l'émission aimeraient lancer leur propre projet. Mais ils sont morts de peur à l'idée de le faire pour diverses raisons, comme nous venons de le discuter. Alors, comment changer sa façon de penser? Je pense qu'il faut réfléchir à la raison qui pousse chacun à vouloir apprendre autant. C'est différent pour tout le monde. Mais en général, cela se résume souvent à la peur de rater quelque chose. On ne veut pas rater la prochaine chose dont tout le monde parle. On se laisse donc séduire par cela, et maintenant, tel un écureuil, on court dans tous les sens, n'est-ce pas? On a cette peur que si on dit non à cette chose qui se présente à nous, même si on n'en a peut-être pas besoin tout de suite, on va rater quelque chose. Et nous, en tant qu'êtres humains, on ne veut pas passer à côté. On ne veut pas être laissé pour compte ou ne pas faire partie du groupe. C'est simplement la nature humaine, que vous en ayez conscience ou non. Il y a quelque temps, une stratégie nommée JOMO a été créée, signifiant la joie de manquer quelque chose. Un livre portant ce nom est même paru. Je n'aime pas ça. On se ment et on fait semblant d'être heureux alors qu'on ressent un manque, pas de la joie. J'ai une stratégie différente, la joie de choisir de ne pas participer. Je dis, moi, je le vois, je le reconnais, mais je vais dire non, pas encore. J'y viendrai plus tard parce que j'ai déjà dit oui à cette chose-là. En ce moment, moi, je me concentre sur ce projet sur lequel je travaille. C'est ce qui est important pour moi actuellement. Ça redonne presque de l'énergie à ce à quoi tu as déjà consenti. Une stratégie pour contourner la peur de manquer quelque chose et de créer ta propre boîte à chaussures, numérique ou physique. Si tu tombes sur quelque chose qui n'est pas pertinent pour ce que tu apprends, mets-le dans un dossier Notion, Evernote ou un carnet. Ainsi, ce n'est plus dans ta tête, mais tu peux toujours y revenir.
Si tu voulais 98% du temps, tu n'y retourneras jamais, jamais, jamais. C'est simplement une stratégie pour que tu puisses enfin avancer vers cette chose, vers ce que tu es en train de faire. Le deuxième élément pour progresser, c'est de te donner du temps pour le faire. Et il y a une stratégie dans le livre que j'appelle le blocage de temps. Tu as peut-être déjà entendu parler du blocage de temps. C'est quand tu bloques littéralement une période dans ton agenda et que tu décides ce que tu vas y faire. Et c'est très bien. Mais je veux utiliser le blocage de temps comme un bouclier, comme si tu bloquais littéralement toutes les autres choses qui pourraient t'arriver pendant ce temps-là et que tu faisais tout ce qui est en ton pouvoir pendant cette période. Focalise-toi sur cette tâche pour entrer dans un état de flux où tu te challenges davantage et explore plus en profondeur cette activité, te protégeant ainsi de tout le reste pendant ce temps. Pour chacun, cela signifie quelque chose de différent. Cela peut être de demander à sa secrétaire ou son assistant de ne pas transférer d'appel pendant 2 heures afin de pouvoir se concentrer sur l'apprentissage d'une chose en particulier. Cela peut signifier demander à ton conjoint ou aux personnes à la maison de comprendre que pendant ce moment-là, tu seras complètement concentré et investi dans ce que tu fais. Et bien sûr, tu veux aussi équilibrer ça avec du temps où tu es complètement présent avec ta famille également. C'est une chose importante que j'ai apprise en tant que parent et mari, en tant qu'entrepreneur. Avant, je mélangeais tout le temps la vie personnelle et la vie professionnelle. Et ce n'était juste pour aucune de ces parties de ma vie. Donc, compartimenter et m'investir totalement dans ma famille autant que je compartimente et que je m'investis totalement dans mon entreprise, c'est vraiment essentiel. En visualisant ces éléments sur le calendrier chaque mois, je peux m'assurer de maintenir un équilibre optimal entre eux. Une stratégie pour les personnes très performantes et occupées qui veulent intégrer quelque chose dans leur emploi du temps est de se payer d'abord soi-même, comme lorsqu'on reçoit un salaire. Augmentez votre pécule et payez-vous en premier avant de payer quiconque ou toute facture. Mets une partie de ton salaire dans quelque chose qui va croître continuellement avec le temps. Tu pourrais consacrer ton temps à tes projets ou inspirations personnelles. Donc, peut-être que cela voudra dire, pendant un certain temps, se lever un peu plus tôt. J'ai fait ça en écrivant le livre car je savais que j'aurais aucune distraction avant le réveil des enfants et je pouvais me lever pour moi-même avant de me réveiller pour d'autres ou pour des tâches à accomplir. C'est vraiment important aussi. Je pourrais continuer à l'infini, Scott, sur les différentes stratégies. Je veux dire, il y a l'idée de se donner un temps déterminé pour se concentrer sur une chose spécifique, n'est-ce pas? Si tu veux expérimenter avec YouTube en faisant des shorts, des reels ou des TikTok, plutôt que d'essayer pendant quelques jours pour voir ce qui se passe, engage-toi à le faire régulièrement pendant un certain temps. Si rien ne se passe, je suppose que je ne suis pas doué. Il faut vraiment essayer. Donc, ce que j'ai fait récemment, c'était il y a environ 300 jours, j'ai dit je vais expérimenter avec les shorts YouTube. Je possède une chaîne YouTube Pokémon très populaire avec 1,5 million d'abonnés. Génial, j'ai vu ça. Incroyable, merci. C'est une autre histoire, mais j'ai décidé de lancer une chaîne de shorts séparée de celle-là, toujours sur Pokémon. J'ouvre un paquet chaque jour et c'est soit un bon tirage, soit un mauvais. Je voulais juste voir si je pouvais avoir un peu d'élan avec l'algorithme là-bas. Je n'ai pas mis de lien ni mentionné la chaîne du tout. Je me suis dit, je vais faire ça pendant 60 jours. Et si j'arrive au bout des 60 jours, si je publie tous les jours pendant 60 jours, alors j'ai gagné. Peu importe les résultats, j'ai tenté le coup et je vais baser ma victoire et mon bonheur, ma joie à propos de ça, sur le fait que je me suis présenté chaque jour pendant 60 jours. La vraie victoire, ce n'est pas d'avoir beaucoup de vues, car c'est parfois hors de contrôle, mais plutôt de se présenter chaque jour. Au début, je suis passé en direct quotidiennement sur TikTok. J'ai aussi réutilisé ce contenu pour les shorts et les reels. Cela me prenait environ 45 minutes, mais j'ai trouvé le temps en me levant plus tôt ou en restant éveillé plus tard. J'ai commencé à en traiter plusieurs à la fois en une seule session. Et après 30 jours, je n'avais qu'environ 200 ou 300 vues par vidéo. Mon ancien moi aurait dit après 1 mois sans progrès, « Mec, je ne vois aucune dynamique ici. » Je me sens nul, un échec. Mais j'étais à mi-parcours de l'expérience de 60 jours, ce qui serait une victoire pour moi, quoi qu'il arrive. Mais pas seulement ça, j'ai aussi vu une amélioration dans mon montage. En m'entraînant, je suis passé de 45 minutes par vidéo à 10. Et donc, même si je passais à autre chose, j'aurais acquis des compétences et des méthodes pour m'améliorer dans d'autres domaines liés à mon entreprise et à tout ce que je fais à côté. Le 35e jour arrive. L'une des vidéos atteint 750 000 vues. Et je me dis, oh là là, et toutes les vidéos commencent à exploser. Et aujourd'hui, cette chaîne qui a été lancée il y a environ 300 jours, à laquelle je n'ai fait aucun lien depuis mes autres plateformes, vient tout juste de dépasser cumulativement 2 milliards de vues.
Nous en sommes à 1 600 000 abonnés. C'est un revenu à 5 chiffres, rien qu'avec les publicités et tout ce genre de choses. Et ça m'a permis d'avoir des opportunités comme l'équipe de football des Detroit Lions qui m'a invité à venir ouvrir un paquet sur leur terrain parce que leur responsable des réseaux sociaux ouvre un paquet avant chaque match. Il m'a contacté pour porter chance et nous avons pris contact. J'ai pris l'avion pour Detroit, ouvert un paquet de Pokémon et rencontré les employés des Detroit Lions, nouant une relation avec eux. Et ça, ce n'est qu'une des nombreuses choses et personnes avec lesquelles j'ai pu me connecter en étant présent, en m'entraînant, sachant que ça ne durerait pas éternellement car il y avait une fin. Et cela aussi était crucial. Pendant ces 60 jours, seul le travail déjà entamé importait. Je ne permettais pas à de nouveaux projets de s'immiscer. C'était comme une boîte de pétri sur laquelle j'ai pu me concentrer et ça a marché. Lingoda est un partenaire de réussite. Pour être honnête, mon français était déjà solide, je l'avais appris à l'école. J'avais une prononciation correcte, mais quand j'ai réservé un voyage en France l'année dernière, c'était le trou noir. Je pouvais à peine commander un croissant sans avoir l'air d'un touriste. Alors, je me suis lancé dans le Sprint Challenge de Lingoda. Cela a tout changé. Je suivais des cours en direct tard le soir après avoir fait du podcasting avec au maximum 5 élèves. De vrais profs, de vraies discussions. Et en seulement 2 mois, je suis passé d'un simple bonjour à tenir des conversations complètes dans un café parisien. Confiance débloquée. Maintenant, voici le plan. 30 ou 60 cours en 60 jours. Si tu les termines tous, tu récupères 50% en remboursement. Ça revient à 4 € ou 5 $ par cours. C'est une valeur incroyable. Va sur trylingoda.com/success_sprint, puis utilise mon code SCOTTSPRINT pour 20 € de réduction supplémentaire en plus de leur offre actuelle. Devenons fluents. FreshBooks, qui soutient cet épisode, est la réponse pour les entrepreneurs à succès qui veulent gérer leurs finances tout en développant leur entreprise. Les chiffres ne mentent pas. Plus de 30 millions de personnes ont choisi FreshBooks, traitant plus de 60 milliards en factures et économisant annuellement 192 heures sur les tâches comptables. Imagine, c'est presque 8 jours entiers. Tu pourrais te concentrer sur l'essentiel, développer ton entreprise. FreshBooks est plus qu'un logiciel de comptabilité. C'est ton centre de commande financier tout en un. Crée des devis pro, suis ton temps, facture tes clients automatiquement et enregistre tes dépenses n'importe où. Il s'intègre à plus de 100 outils professionnels que tu utilises déjà avec un service client primé. Si tu es prêt à arrêter de te noyer sous les reçus et de courir après les paiements, voici ce que je veux que tu fasses. Commencez votre essai gratuit de 30 jours sur freshbooks.com sans carte de crédit. Une offre spéciale attend les auditeurs de Success Story. Profite d'une réduction exclusive de 60% pendant 6 mois lorsque tu visites freshbooks.com/pricing-offer. Transforme ton entreprise avec FreshBooks dès aujourd'hui. C'est freshbooks.com/pricing-offer pour 60% de réduction. L'épisode d'aujourd'hui est sponsorisé par Vanta. Maintenant, écoute bien, c'est important pour ton entreprise. Dans le paysage numérique actuel, la sécurité n'est pas optionnelle. C'est primordial. Sinon, les accords stagnent. Les cycles de vente se prolongent et la croissance devient très ardue. Mais pourquoi? Les investisseurs, clients et partenaires s'attendent à ce que les entreprises démontrent de solides pratiques de sécurité avant tout engagement. Sans preuve de fiabilité, des opportunités sont perdues. Donc, que vous soyez un fondateur de start-up essayant de décrocher ce premier gros client ou une entreprise établie cherchant à faire évoluer son programme de sécurité, Vanta aide les entreprises de toute taille à prouver qu'elles sont dignes de confiance en automatisant la conformité à travers 35 cadres comme Service Organization Control, 2 organisations internationales de normalisation 2701 et Health Insurance Portability and Accountability Act. Les certifications exactes que vos prospects exigent. Voici pourquoi vous devez y prêter attention. Vanta vous rend le temps précieux que vous perdez actuellement avec la conformité. Leur plateforme automatise jusqu'à 90% du travail fastidieux lié à la conformité. Elle vous aide à remplir les questionnaires de sécurité jusqu'à 5 fois plus vite et vous connecte à des experts pour démarrer rapidement votre programme de sécurité. Les résultats parlent d'eux-mêmes. Un rapport récent d'International Data Corporation a révélé que les clients de Vanta réalisent plus de 535 000 $ de bénéfices par an et que la plateforme est rentabilisée en seulement 3 mois. Vous allez donc rejoindre plus de 10 000 entreprises mondiales comme Atlassian, Cora et Factory qui utilisent Vanta pour gérer les risques et prouver leur sécurité en temps réel. Ne manquez pas cette offre exclusive pour mes auditeurs. 1 000 $ de réduction sur Vanta pour une durée limitée. Récupérez de l'argent réel maintenant sur vanta.com Scott avant expiration de l'offre. C'est vanta.com/Scott. Qu'en penses-tu? D'abord, félicitations. C'est incroyable. Merci.
Comment sais-tu quel délai accorder à ce mini-projet? Parce que c'est une idée tellement puissante, mais tu as raison. Et tout le monde qui écoute peut appliquer cette idée à la prochaine idée qu'il aura, à l'entreprise qu'il veut créer ou à l'activité secondaire qu'il veut lancer. Tu as soulevé un bon point. Si tu avais abandonné après 30 jours, Le 35e jour, tu as eu plus de 700 000 résultats, alors qu'auparavant, tu n'en avais aucun. Donc, Mais si tu l'avais fait pendant 6 mois sans aucun résultat, ça aurait limité ta capacité à saisir d'autres opportunités. Quel est donc l'équilibre idéal? Comment déterminer le temps à consacrer pleinement à cette idée et à l'apprentissage de la petite tâche? Nous allons parler des micro-tâches dans un instant, mais apprendre les choses qui vont vraiment me permettre d'être suffisamment compétent pour pouvoir vraiment tenter ma chance. Comment quelqu'un peut-il réfléchir à cet exercice et l'appliquer à ce qu'il veut tester lui-même? Donc, premièrement, il est crucial de trouver des personnes qui ont réussi car vous ignorez ce que vous ne savez pas. Ce que vous tentez de faire s'apparente à de l'apprentissage, du mentorat ou l'accompagnement par une personne ayant déjà emprunté ce chemin. Quelqu'un qui partage cette histoire dans un podcast, dans un livre ou peu importe le support, encore une fois, il existe des ressources sur la prochaine chose sur laquelle vous travaillez. Il y a des personnes qui ont déjà suivi ce chemin à leur manière et vous pouvez éviter ces erreurs. Vous pouvez apprendre d'eux au fil du temps, leur demander combien de temps il leur a fallu pour voir des résultats et estimer combien cela pourrait être plus rapide pour vous en évitant les mêmes erreurs ou en vous basant sur la moyenne observée chez d'autres. Quand j'ai commencé à bloguer, dans le milieu, il était connu qu'il fallait environ 6 mois pour commencer à avoir des résultats, car on se parlait tous. Si vous optimisiez pour les moteurs de recherche et construisiez des relations, certaines personnes obtenaient des résultats plus rapidement dans ce domaine. En moyenne, le processus durait 6 mois, parfois un peu plus longtemps pour certains. L'histoire la plus célèbre était celle de Darren Rose, qui avait le blog ProBlogger.net. Sa femme lui a donné un ultimatum. La date limite, c'était comme « Tu as 6 mois pour transformer ça en entreprise, sinon tu arrêtes ». Et c'est elle qui lui a imposé ça, et bien sûr, il a fait le travail. Et je pense que c'est la loi de Parkinson, ou une loi du genre, où peu importe le temps que tu te donnes, tu vas vraiment investir ce temps et ces efforts pour au moins essayer. Donc, il n'y a pas de réponse parfaite à ça. Je pense que beaucoup dépend de ce que les autres ont fait, mais aussi de combien de temps tu peux y consacrer pour arriver à un point où tu es à l'aise de décider si tu continues ou si tu changes de direction vers autre chose. Donc oui, il n'y a pas de formule parfaite, mais je pense que ça dépendra de l'expérience. Et moi, je m'étais dit, je ne vais me donner que 60 jours parce que je ne pense pas pouvoir le faire plus longtemps sans voir de résultats. Donc si je n'y arrive pas en 60 jours, je passerai à autre chose. Et ça me va. C'est une règle que je me suis fixée dès le début. Non, je pense que c'est une réponse très valable. Je pense qu'il faut, encore une fois, regarder les personnes qui l'ont déjà fait, être intelligent, faire une supposition éclairée, puis passer à l'action. Une autre idée très importante qui est liée à l'apprentissage agile et que tu as évoqué, mais sur laquelle je voudrais m'étendre un peu, c'est la création de fonctions de contraintes volontaires. Comment créer des fonctions de contraintes volontaires de manière à ce qu'elles soient saines et pas trop stressantes ou potentiellement destructrices au point de ne plus être bénéfiques? Les fonctions de contrainte volontaire pourraient être de quitter ton boulot et de te débrouiller. Soudain, tu n'as plus d'argent avec un crédit immobilier. C'est un cas extrême. Mais comment fais-tu pour mettre en place une fonction de contrainte volontaire qui te pousse à sortir de ta zone de confort sans pour autant détruire ta vie? Exactement. Et le but, c'est de te pousser juste un peu. Tu es dans ta zone de confort. Un cran en dehors de ça, c'est là où le progrès peut commencer à se produire. 5 ou 6 crans au-delà, c'est la zone de danger, tu vois? Et ça, c'est différent pour chaque tâche et pour chaque personne, pour chaque situation et chaque scénario. Donc, je pense que c'est important d'y réfléchir, de faire un brainstorming, même d'utiliser ChatGPT ou Claude ou autre chose pour réfléchir à 20 situations à plus forte pression dans lesquelles je pourrais me mettre en tant qu'entrepreneur qui veut s'améliorer à l'oral. Un exemple serait de fixer une date pour passer en direct et simplement le faire. S'adresser à son audience en direct est une situation à forte pression. Le pire qui puisse arriver, tu pourrais bafouiller et être embarrassé, mais tu ne perdras pas ton entreprise à cause d'un seul direct. Ça pourrait être un cran au-dessus de ça. Ça pourrait être de fixer une date dans ton agenda où tu vas parler sur scène. Et maintenant, tu devras trouver quoi dire, comment le faire et les bonnes ressources. C'est ainsi que je me suis senti à l'aise pour parler sur scène. Mon ami Philip Taylor organisait son premier événement FinCon en 2011. Je voulais l'aider.
Et je voulais parler, même si j'ai toujours dit non, parce que j'avais vraiment peur. Alors j'ai dit, bah d'accord, je vais dire oui, c'est ça qui va me pousser à agir correctement. Et bien sûr, juste après avoir dit oui, la sueur au front, je me suis dit qu'il fallait trouver les bonnes ressources. Donc, je ne suis pas retourné à l'apprentissage traditionnel et je n'ai pas lu tous les livres sur l'art oratoire. Et il y en a beaucoup. J'ai de nouveau demandé autour de moi, à certaines personnes que je savais être des orateurs. Les connexions et les relations sont cruciales. J'ai demandé quelles ressources uniques ils recommanderaient à un débutant en prise de parole en public. 4 d'entre eux ont mentionné le livre Stand and Deliver de Dale Carnegie. Donc, je me suis dit, super, maintenant, j'ai une direction. Je vais lire ce livre et ce livre seulement. Et ce livre, à lui seul, m'a appris les bases fondamentales dont j'avais besoin pour au moins être à l'aise et ne pas, vous savez, me ridiculiser. Super, j'ai eu cette information, j'ai fait les répétitions, j'ai travaillé, j'ai compris qui était dans le public. Je me suis dit, d'accord, si c'était facile, à quoi cela ressemblerait-il? Bon, je partagerai sur scène des informations que les gens veulent, d'accord? Super, le public est composé de blogueurs qui veulent se démarquer. Je sais comment aborder les sujets qu'ils souhaitent apprendre, ce qui est utile. Pour revenir à aujourd'hui, j'ai parlé devant 350 scènes différentes et j'ai gagné plus d'1 million de dollars grâce à mes honoraires de conférencier au fil des années. Pour répondre à ta question, je pense qu'il faut envisager différentes options et choisir ce qui te semble juste, ce qui correspond à ta zone de confort, mais aussi ce qui t'en sort un peu. Ce serait difficile. Et si tu commences à te sentir un peu nerveux à propos de certaines de ces choses, c'est bon signe. Si tu te dis « Oh non, sûrement pas », c'est bon aussi. Si tu trouves ça idiot, tu peux simplement mettre ça de côté. Et puis, même partager ça avec d'autres personnes. Parce que surtout, encore une fois, si tu as un mentor, un guide, un conjoint ou quelqu'un qui sait ce que tu essayes de faire et qui veut te soutenir, il pourrait t'encourager à faire quelque chose qui pourrait être un peu inconfortable et t'aider à te rassurer face aux dangers qui pourraient survenir. En général, quand je fais des choses, si je ne ressens pas un peu d'inconfort, c'est là que je suis le plus nerveux. Cela signifie que je suis dans ma zone de confort. Ça veut dire que je suis complaisant et que je ne me teste pas là où il n'y a pas de croissance. Donc maintenant, je cherche justement à être un peu nerveux et je me mets dans ces situations. Le livre lui-même et la date limite pour remettre le manuscrit à l'éditeur, c'était un gros défi. Et il y a d'autres situations moins risquées. Comme j'en ai parlé plus tôt avec la pêche, je suis un grand pêcheur et j'ai toujours voulu apprendre à pêcher avec un jig parce que c'est comme ça qu'on attrape les plus gros et les meilleurs black bass, mais c'est difficile. Et à chaque fois que j'allais pêcher, j'attachais un jig. J'essayais, je lançais quelques fois et je me disais « c'est trop étrange pour moi ». Et je retournais aux appâts que je connaissais, donc je ne me rendais pas service. Un jour, j'ai pris un bateau et je n'ai emmené qu'un jig avec moi, je n'ai pas pris les autres appâts. J'étais littéralement obligé, même si j'en avais envie. Je ne pouvais pêcher qu'avec un jig. Qu'est-ce que j'allais faire? Rentrer à la maison? Non, je voulais être sur l'eau, quoi qu'il arrive, donc j'allais juste le faire. Je suis sorti à 8 heures du matin en m'entraînant et en testant différentes récupérations, sans succès. À 14 heures, j'ai enfin une touche. Je n'ai pas réussi à sortir le poisson, mais cette simple touche m'a donné de l'inspiration et je l'ai vraiment ressenti. Il y avait une énergie là-dedans. J'ai passé le reste de la soirée à pêcher et j'ai attrapé 2 black bass. Maintenant, ce mois-ci, j'utilise mon tout premier leurre préféré. Je me sens maintenant à l'aise avec ça. J'ai débloqué la situation en me forçant à ne faire que ce que je voulais vraiment apprendre, malgré la difficulté. Voici un autre exemple qui peut être pertinent pour certains d'entre vous, selon vos objectifs. C'est vraiment à 100%. Avant de passer aux micro-compétences, parle-moi de l'histoire de tes enfants et de ce qu'on peut apprendre d'eux. Explique aussi pourquoi on se croit souvent plus intelligent qu'on ne l'est réellement. Mademoiselle Vassili, elle est incroyable et elle, c'était la maîtresse de maternelle de mon fils et ça remonte à des années. Mais l'histoire, c'est qu'il prenait le déjeuner dans la classe. C'est une toute nouvelle école d'ailleurs. Et tout à coup, il y a eu une invasion de fourmis au milieu de la classe. D'ailleurs, ils ignoraient que San Diego était en réalité une gigantesque fourmilière. Juste pour info. Donc les fourmis ont envahi la classe, ils ont dû manger dehors. Il faisait chaud et inconfortable et ils ne pourraient plus jamais manger à l'intérieur. Alors, ils ont laissé tomber le programme de l'après-midi pour résoudre ce problème ensemble avec un groupe de petits-enfants. Cette enseignante, elle avait de l'expérience en affaires, ce qui était super, et elle a pu organiser une séance de remue-ménage, comme nous les entrepreneurs le ferions. Elle a sorti une pile de post-it et a demandé à la classe entière qui avait une idée pour résoudre ce problème. Et certaines idées n'étaient pas géniales. Par exemple, « Hey, mangeons du Chick-fil-A tous les jours ». Non. Et un autre a dit « On devrait juste manger les fourmis ». Ce n'est pas une solution. Il n'y a pas assez de nutriments.
Mais finalement, ils ont réduit les options à une seule idée, qui était de construire un pare-soleil avec des couvertures qui pourraient être données par les parents. Et j'ai appris cela grâce à un email de Madame Vassili ce soir-là qui disait « Hé, parents, si vous avez des couvertures, pouvez-vous en faire don ?» Et donc, c'est ce qu'on a fait. Puis on a déposé les enfants. Le lendemain, en début d'après-midi, nous avons remarqué ces structures dans la cour en venant les chercher. Sur le béton, juste à côté de leurs tables à manger. Et c'était ces pare-soleils qu'ils avaient construits, des pare-soleils en forme de L avec des tuyaux en polychlorure de vinyle que les enfants avaient fabriqués eux-mêmes. Et ils étaient tellement heureux. Nous prenions tous des photos devant eux ce jour-là, un peu comme s'ils étaient des célébrités devant ces panneaux à motifs répétitifs aux Oscars. Mais ce n'étaient que de jeunes enfants. Cela peut sembler anodin. Mais si vous y réfléchissez, des enfants de 4 ou 5 ans, ils rencontrent un problème dans la vraie vie. Ils y réfléchissent maintenant tous ensemble et réduisent les options à une seule solution. Et puis, ils construisent cette solution et ils envoient les résultats immédiatement, en une journée, sans avoir besoin d'apprendre à être ingénieur, sans tout savoir sur la façon de construire des structures en tuyaux polychlorure de vinyle. Ils se sont simplement lancés et l'ont fait. C'était une expérience sans danger qu'ils pouvaient réaliser. Je veux dire, quel changement de vie pour un enfant d'apprendre et de vivre ça, d'être capable de le faire, et toutes les compétences entrepreneuriales qui gravitent autour de ça, et à quel point ils étaient fiers de l'avoir fait. Désormais, grâce à ces expériences, ils peuvent affronter n'importe quoi. S'ils sont mauvais dans quelque chose, cela ne signifie pas qu'ils doivent abandonner, mais plutôt demander de l'aide. Collaborons et trouvons une personne expérimentée pour nous guider dans cette démarche. Résolvons nos problèmes ensemble. C'est la meilleure approche dans la vie. Quand on rencontre une difficulté, il faut chercher à comprendre et collaborer pour la surmonter. Cette histoire a inspiré ce livre et m'a donné envie d'écrire à ce sujet pour changer notre façon d'éduquer. Pour revenir à ce que nous disions plus tôt, les manuels scolaires sont utiles pour comprendre les choses et l'histoire. Ils jouent un rôle important dans l'apprentissage. Tous les éléments éducatifs fondamentaux devraient toujours être présents. Mais il arrive un moment où tu dois découvrir qui tu es, ce que tu aimes, te salir les mains, apprendre auprès de quelqu'un et te découvrir à travers l'action, pas seulement en apprenant. Combien de fois les gens vont à l'université et choisissent une spécialisation sans vraiment savoir ce qu'ils veulent faire de leur vie? La plupart du temps, ils sont juste... Du temps, comme moi. Oui, absolument. Et il y a toutes ces histoires maintenant. Comme on peut le voir dans l'actualité, le remboursement des prêts étudiants, qui était en pause pendant un certain temps, est devenu un sujet politique. Beaucoup de gens sont contrariés par cette situation. Et tu sais, Jazz, je ne vais pas prendre parti d'un côté ou de l'autre, mais ce qui me surprend, c'est que tant de gens sont dans des filières qu'ils n'ont même pas choisies eux-mêmes, comme si c'était un peu au hasard. En résumé, ce sujet pourrait être approfondi, mais je ne vais pas m'y attarder. Ce livre ne se limite pas seulement à l'entrepreneuriat, il aborde de nombreux autres aspects. Ce livre est un appel au changement dans le domaine de l'éducation. Dans ce monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, qui est tellement submergé d'informations, ce qui ne joue pas en notre faveur pour progresser et avancer plus vite que jamais. Je veux dire, l'information ne ralentit pas. En fait, elle s'accélère. Tu parles des micro-compétences. Et quand tu racontes un peu ton entrée dans l'entrepreneuriat, tu expliques les micro-compétences que tu as apprises et qui t'ont permis de réussir. Tout d'abord, aide quelqu'un à comprendre ce qu'est une micro-compétence. Au-delà de l'évidence, simplement. Une micro-compétence est une capacité spécifique et ciblée. Pour identifier celles qui sont utiles, il faut se concentrer sur celles qui sont directement liées à vos objectifs et qui vous permettront de progresser rapidement. Évitez celles qui ne sont pas essentielles pour ne pas perdre de temps et optimiser votre apprentissage. Dans le livre, je parle de micro-compétences comme de la micro-maîtrise. En te concentrant vraiment sur le micro, tu deviens le maître de ce que tu fais. Beaucoup d'athlètes, ils font ça, les musiciens aussi. Au lieu d'essayer de s'améliorer sur un morceau simplement en le rejouant encore et encore, ils répètent sans cesse une partie du morceau, la décomposent et se concentrent dessus jusqu'à ce que ça s'améliore. Un chef d'orchestre fait ça avec son groupe. Il dit « D'accord, classe, laissez-moi juste entendre les trombones dans cette section, à la mesure 20. Super, d'accord. Juste cette mesure-là. Essayons encore une fois. » Et encore, d'accord, maîtrisons ça. Il y a un triolet là que vous ratez tous, concentrons-nous là-dessus. D'accord, Joey, à toi de jouer. Jana, à toi de jouer. Les athlètes, comme les ultramarathoniens que je connais, décomposent les choses de cette façon. Et ils n'y vont pas simplement. Je ne vais pas seulement courir quotidiennement pour m'améliorer.
ils se focalisent sur des aspects spécifiques, comme passer un mois entier à travailler leur respiration en inspirant uniquement par le nez pendant la course afin d'accroître leur endurance. Si vous essayez d'améliorer simultanément leurs poumons, leur foulée de course et d'autres aspects, aucun ne s'améliorerait réellement. Alors vous prenez un moment et vous vous dites, pendant cette période seulement, quel que soit le nombre de jours où vous vous donnez un objectif, je vais me concentrer là-dessus et je vais trouver les ressources à ce sujet. Et je vais parler aux autres de cela et uniquement de cela. Pour améliorer mes compétences en prise de parole, j'ai adopté la même approche. Après avoir décidé de devenir un expert dans ce domaine, j'ai commencé à me concentrer sur un seul aspect à chaque intervention en me demandant sur quoi dois-je me focaliser cette fois-ci. Je souhaite me focaliser sur ma technique narrative pour cette histoire. Oui, il y aura des diapositives. Je partagerai ces informations, mais je veux aussi raconter de bonnes histoires durant la présentation. Qui raconte de bonnes histoires, mais je vais regarder des conférences TUD, écouter les histoires et prendre des notes. Demande à un excellent conteur des conseils pour améliorer tes histoires. C'est là que je suis tombé sur le livre de Nancy Duarte, Resonate, qui parle de cette sorte de va-et-vient dans une histoire où on a des hauts et des bas et des montagnes russes qui apportent de l'émotion et de la connexion. Et ce sont des choses que l'on apprend uniquement parce qu'on se concentre dessus à un moment donné. Et une fois qu'on les a apprises, on devient quelqu'un qui incarne cela. Et ensuite, on empile ses compétences sur la suivante que l'on apprend. Donc, dans une autre conférence, je me suis dit, OK, je n'ai aucune idée de ce que je dois faire avec mes mains. Je vais juste apprendre à propos des mains. Que faire? Comment les utiliser pour souligner ce que je dis ou pour... Et j'ai appris que, tu sais, plus le public est grand, plus tes gestes doivent être larges et grandioses, parce que pour les gens, au fond, ça va sembler bizarre, mais ça va paraître super et professionnel quand tu exprimes ces choses. Ou bien, quand tu rapproches tes mains de ton corps, ça peut être un moment plus vulnérable dans ton discours, quand tu racontes une histoire, et tu peux encore utiliser tes mains pour souligner et amplifier ce dont tu parles. Encore une fois, je n'ai appris ces choses qu'en me concentrant à fond dessus et en apprenant auprès de personnes qui savaient ce qu'elles faisaient, une chose à la fois. La même chose se produit dans notre marketing. Se concentrer intensément sur certains aspects dans MicroMaster ou en marketing, c'est comme avoir un tunnel de vente, n'est-ce pas? Je veux améliorer mon tunnel de vente. Je vais continuer à le faire et m'améliorer à chaque itération. Ce n'est pas la meilleure approche pour progresser. Pour établir des priorités, il faut commencer par décomposer le processus en plusieurs parties. Donc, le tunnel de vente, d'accord, les gens doivent venir sur le site web, puis ils doivent s'abonner à la liste de diffusion. Ensuite, ils doivent ouvrir ces emails. Ensuite, ils cliquent sur les liens des emails pour accéder à la page de vente. Ensuite, ils doivent cliquer sur le lien sur cette page de vente pour ensuite passer au processus de paiement, puis acheter, et ensuite ils reçoivent cet email. Il y a environ 8 étapes dans ce processus. Cool, alors maîtrisons ça en détail. Quel est un point de levier important? C'est la question à se poser pour établir les priorités. Quel est un point de levier important si je devais changer ou améliorer juste une de ces choses? Lequel serait comme le premier domino qui fait tomber les autres? Ah d'accord, je vais travailler sur les objets des emails et vraiment maîtriser ça jusqu'à ce niveau de détail. Plus de gens ouvrant mes emails signifie plus de clics sur les liens, plus de visites sur la page de vente et donc plus de clients potentiels. Et pendant un mois, je vais vraiment plonger à fond. Je vais littéralement me permettre de m'immerger complètement dans le monde des objets d'email. Et ça peut sembler ennuyeux, mais je sais aussi que ce n'est que pour un mois, et je sais aussi que c'est pour une bonne raison. Je vais faire ça. Maintenant, je vérifie les objets des emails entrant dans ma boîte de réception. Je discute avec des experts en email à propos des objets d'email. J'apprends en lisant des articles de blog. J'écoute des épisodes de podcast, pas tous les épisodes, seulement ceux qui parlent de ce sujet. J'applique et expérimente maintenant. Je m'entraîne pendant un mois. J'envoie 2 emails par semaine. OK, cool. Je vais analyser les données pour voir si ça fonctionne. C'est opérationnel maintenant et intégré à notre entreprise. Choisissons le prochain MicroMaster. Avec les chiffres et les tunnels de vente, si tu peux doubler le nombre de personnes qui ouvrent tes emails, tu doubles le nombre de ventes. Mais tu peux développer et faire croître ça exponentiellement en doublant le nombre de personnes qui ouvrent ces emails et cliquent sur le lien à l'intérieur. Cool. Donc maintenant, je dois me concentrer sur la rédaction et les appels à l'action. Cool, laisse-moi me concentrer là-dessus. Donc le processus continue encore et encore. Pour passer à l'échelle, il faut dire à l'employé, en tant que directeur marketing, de se concentrer sur sa tâche principale et de déléguer certains éléments à son équipe afin de faire croître les choses simultanément. Comment tu équilibres cette idée pour quelqu'un qui
Les auditeurs de ce podcast sont intéressés par la maîtrise de diverses compétences, mais après avoir lu Malcolm Gladwell, ils pensent devoir consacrer 10 000 heures à quelque chose pour le maîtriser au mieux. Donc, tu vois où je veux en venir, mais comment équilibrer ces deux idées? Donc, est-ce que c'est un état d'esprit minimum viable product que tu appliques à tout, un état d'esprit lean que tu appliques à tout? Ou est-ce qu'il y a certaines choses dans lesquelles tu devrais investir 10 000 heures avant de vraiment voir les bénéfices du retour sur cet investissement? C'est une excellente question. D'abord, je me demanderais pourquoi tu lis Malcolm Gladwell, pas parce que je ne l'aime pas. En fait, j'adore ses livres. Ils sont vraiment inspirants. Cela pose problème lorsque vous avez un objectif et des choses à accomplir. Écoutes-tu des podcasts en voiture simplement pour passer le temps? En réalité, ces nouvelles idées et pensées te nuisent car elles t'empêchent de passer à l'action. C'est le premier point. Admettons que tu connaisses la règle des 10 000 heures avec laquelle je suis d'accord. Il faut effectivement 10 000 heures pour maîtriser quelque chose. Mais ça ne veut pas dire que rien ne peut se passer à la première heure, à la deuxième heure, à la 12e heure, à la 469e heure, tu vois. Ces moments d'apprentissage t'aident et tu peux en voir les résultats. Il ne s'agit pas d'attendre 10 000 heures, puis, comme un micro-ondes qui sonne, de pouvoir enfin profiter de la chose. Tu y arrives et ça fait aussi partie du voyage, non? Et ça peut probablement arriver beaucoup plus vite si tu es plus concentré. Peut-être que les 10 000 heures viennent simplement du fait qu'on essaie de caser tellement d'autres choses dans cette vie. Certaines choses, comme nos relations, devraient rester et sont importantes, bien sûr. Mais mettre de côté ou dire non, pas encore, à certaines choses pour aller plus en profondeur dans quelque chose signifie que peut-être tu n'as besoin de passer que 100 heures et tout n'en a pas besoin. Et peut-être que tout ne nécessite même pas ou ne veut pas 10 000 heures. Mais encore une fois, pour revenir à ce que je disais plus tôt, comment peux-tu rendre la première heure précieuse et créer un résultat pour toi? Comment peux-tu faire en sorte que la 5e heure fasse ça? Etc. Je pense que c'est ça. Je suis d'accord avec toi. Je pense aussi que une idée qui me frustre, c'est que les gens se concentrent sur les étapes importantes et c'est tellement cliché, non? Comme profite du voyage ou la destination, c'est le voyage, mais c'est tellement vrai. Par exemple, j'ai fait il y a environ 900 et quelques épisodes de ce podcast en ligne. Je ne pense pas avoir fait 10 000 heures, mais ça a déjà clairement changé ma vie. Maintenant, au cap des 10 000 heures ou des 10 000 épisodes, je ne sais même pas si Joe Rogan en a 10 000. Épisode ou JLD n'en a pas 10 000. épisode. Certains sont longs. C'est très vrai. Mais à ce stade, oui, tu fais partie des 0,001%, mais tu n'as pas besoin de faire partie des 0,001% pour que ce sur quoi tu travailles ait un impact radical sur ta vie. Tu dois te demander pourquoi on fait tout ça. Pour moi, ça coche pas mal de cases. Je préférerais ne plus avoir à travailler de 9 à 5. Cela me donne accès à des personnes incroyables comme toi. C'est une excellente opportunité de réseautage. Si tu continues à faire ça, ça t'offrira un très bon revenu et un excellent style de vie confortable. Mais j'ai marché 5 minutes de chez moi à mon studio d'enregistrement. Donc je n'ai pas encore atteint les 10 000 heures et ma vie est, tu sais, nettement meilleure qu'avant que je commence. Et peut-être que ça le sera, mais c'est ça le truc. Pas besoin d'être Joe Rogan pour apprécier le podcasting. L'entrepreneuriat peut être apprécié même sans une entreprise de 100 millions de dollars. Et je souhaite aussi que plus de gens définissent leur propre étoile du Nord personnelle, au lieu de simplement se comparer à quelqu'un qui a construit la prochaine licorne. Quand je coach de nouveaux étudiants, je leur demande toujours « Quel est ton chiffre ?» Généralement, ils répondent 1 million de dollars, une entreprise à 7 chiffres, puis je leur demande pourquoi. Cela signifie que j'aurai réussi et que j'aurai suffisamment d'argent. Et je dis, d'accord, alors qu'est-ce que tu veux faire avec cet argent dont tu parles? Tu es un entrepreneur à 7 chiffres. Qu'est-ce que cet argent t'apporte maintenant? Et surprise, à la fin, quand on calcule tout, ils n'ont pas besoin d'1 million de dollars. Ils n'ont pas besoin d'une entreprise à 7 chiffres. Alors je demande, qu'est-ce qui te fascinait autant dans l'idée d'une entreprise à 7 chiffres? Maintenant que tu sais que tu n'as besoin que de 165 000 dollars par an pour faire ce que tu veux faire, ce qui est un modèle d'entreprise très différent. Au fait, tu sais, construire une entreprise à 7 chiffres comparé à une entreprise de 165 000 dollars, je veux dire, c'est... Ouais, bref. Et la réponse, en général, c'est... Je ne sais pas, j'avais juste l'impression que c'est à ça que ressemblait la réussite.
Et puis on creuse, eh bien, à quoi ressemble la réussite pour toi? C'est plus de temps avec la famille, toutes ces autres choses. Je dis, d'accord, maintenant on a un plan et on t'a de nouveau débranché de cette matrice. D'après ce que tout le monde disait, même pour l'éducation plus tôt, c'est qu'est-ce que tu veux et où veux-tu aller? Avoir une base et des connaissances est important. Néanmoins, il faut à un certain point prendre en main sa vie, ses aspirations et sa direction. Cela signifie contrôler ce qui entre ou non dans votre espace mental. Il y a tellement à dire sur cette phrase aussi en ce qui concerne ce qui se passe lorsqu'il y a des personnes négatives. En tant que créateur, des personnes croisent ta vie et essaient de te rabaisser. J'ai appris que les personnes blessées blessent les autres. Donc j'ai appris à avoir de l'empathie et à passer à autre chose. Chaque seconde perdue à penser aux haters ou aux trolls est une seconde en moins pour ceux qui apprécient ton travail ou tiennent à toi. Et il m'est déjà arrivé de sombrer dans de grosses déprimes à cause de ce qu'une seule personne a pu dire. On a cette drôle de logique d'entrepreneur où un commentaire négatif compte plus que 1000 commentaires positifs. Il faut apprendre à sortir de ça. J'espère que ton public l'a déjà fait, car c'est crucial. Merci à Indeed de soutenir Success Story, car recruter est l'un des plus grands défis pour tout entrepreneur ou fondateur qui cherche à bâtir une entreprise. Bien recruter et trouver la bonne personne est crucial, mais cela demande beaucoup de temps, ce qui est problématique pour la plupart des entrepreneurs qui ont 1000 choses à gérer et réalisent souvent trop tard que leur entreprise avait besoin de recruter rapidement. Comment trouver rapidement le candidat exceptionnel et parfaitement adapté? C'est facile. Utilisez Indeed pour ne pas perdre de temps à diffuser vos offres d'emploi sur de multiples sites. Si vous utilisez Indeed, vous pouvez simplement utiliser leurs offres sponsorisées pour vous démarquer et recruter rapidement. Votre annonce remonte en haut de la page pour les candidats pertinents, vous permettant de trouver plus rapidement la personne idéale. Les résultats sont éloquents. D'après Indeed, les offres sponsorisées publiées sur leur plateforme obtiennent 45% plus de candidatures que les offres non sponsorisées. Ce que j'aime le plus chez Indeed, c'est que ça centralise tout et rend le recrutement vraiment très rapide. Fini de jongler entre plusieurs plateformes ou d'attendre des semaines pour trouver le bon candidat. Et à quel point Indeed est-il rapide? Pendant la minute où je vous ai parlé, 23 embauches ont été réalisées sur Indeed selon les données mondiales d'Indeed. Il n'est plus nécessaire d'attendre. Boostez votre recrutement avec Indeed. Les auditeurs de Success Story recevront un crédit de 75 $ pour sponsoriser un emploi et améliorer la visibilité de vos offres sur Indeed.com/Clary. Des conditions s'appliquent. Visitez Indeed.com/Clary. Merci à NetSuite pour son soutien à cet épisode. Que réserve le futur aux entreprises? Demandez à 9 experts et vous aurez 10 avis différents. Marché haussier ou baissier, inflation en hausse ou en baisse. À ce stade, une boule de cristal serait utile. Mais en attendant d'en avoir une, plus de 41 000 entreprises ont trouvé la meilleure alternative. Ils ont sécurisé l'avenir de leurs entreprises, de leurs opérations avec NetSuite d'Oracle, qui est le numéro 1 des ERP Cloud. Imaginez votre comptabilité, gestion financière, inventaire et ressources humaines réunies sur une seule plateforme fluide. NetSuite se distingue en offrant une source unique de vérité pour votre entreprise. Obtenez la visibilité et le contrôle pour prendre des décisions rapides et sûres alors que les autres hésitent. Vous utilisez des analyses de données en temps réel pour vos prévisions. Vous regardez en quelque sorte dans l'avenir de votre entreprise grâce à des données exploitables que votre société génère quelques millions ou même des centaines de millions. NetSuite vous aide à répondre aux défis immédiats et à saisir vos plus grandes opportunités. En parlant d'opportunités, ils ont créé le guide de l'intelligence artificielle et de l'apprentissage automatique pour les directeurs financiers sur netsuite.com/Scott-Clary. Voici le guide gratuit pour comprendre comment utiliser l'intelligence artificielle dans votre entreprise. C'est netsuite.com/Scott-Clary. C'est difficile. Je ne pense pas que je ne peux pas, non, je vais dire avec une certitude absolue que l'ensemble du public n'a pas appris à ne pas gérer la négativité. Je pense que c'est un problème constant. Que les gens doivent se surmonter. J'ai travaillé avec beaucoup de personnes très expérimentées, ça doit être des cadres très performants. En raison de mon métier, on me demande souvent comment lancer un podcast. Comment puis-je construire une marque personnelle? Quel contenu dois-je publier? Et ils savent déjà ce qu'ils doivent faire. Mais dès qu'ils le font, ils pourraient avoir la carrière la plus réussie et le meilleur palmarès. Ils ont déjà connu le succès auparavant. Tous les admirent. Ils publient du contenu en ligne, terrifiés à l'idée d'être jugés et démolis. Une bonne amie, elle vient de lancer un podcast et le premier épisode a super bien marché, mais elle a reçu un seul mauvais email à propos de ce podcast.
En réalité, ce n'était même pas lié au podcast. C'était parce qu'on l'a lancée sur une chaîne YouTube où elle avait publié une vidéo il y a 12 ans qui était aussi une super vidéo. C'était au début de sa carrière. Elle n'avait pas encore beaucoup d'expérience ni d'ancienneté. Et quelqu'un s'est mis à critiquer sa vidéo vieille de 12 ans, alors qu'il n'y avait rien de négatif dans ce qu'elle avait mis dans la vidéo. Elle manquait d'expérience par rapport à leurs attentes. Ils ont dit « Tu avais l'air un peu stupide dans cette vidéo ». C'était en gros la critique négative. Après avoir revu le lancement du podcast lors de l'appel, la seule chose qui lui restait en tête était celle-ci. Et écoute, les créateurs y sont plus exposés. Mais pour les personnes qui sont entrepreneuriales, qui lancent leur propre projet, qui commencent leur première aventure, on peut parler de tout l'apprentissage agile. On peut discuter de toutes les micro-compétences et de l'exécution entière. Mais une partie, c'est l'état d'esprit. L'état d'esprit pour exécuter, mais aussi l'état d'esprit pour gérer la pression, l'état d'esprit que vous êtes responsable de vos propres résultats, qu'ils soient bons ou mauvais. Et je pense que c'est quelque chose de très important à comprendre avant de sortir de la matrice, pour ainsi dire, parce que quand vous sortez de la matrice, plus personne ne vous protège. C'est à la fois une bonne et une effrayante chose. Il faut s'attendre à devoir naviguer cette situation. Je ne sais pas comment le dire autrement. C'est tout. Je connais le kung-fu. Ouais. Une dernière réflexion sur la maîtrise. Quand quelqu'un apprend cette micro-compétence, quelle est la principale erreur qu'il commet en apprenant ces compétences, qui finira par l'aider dans l'apprentissage allégé, l'exécution et l'entrepreneuriat? Quelle est la principale erreur qu'ils commettent? Quelle est la fausse idée qu'ils doivent absolument arrêter d'avoir? Encore une fois, je veux dire, il y a quelques points que nous avons déjà abordés. Mais même lorsque vous arrivez au niveau micro, il y a quelques mauvaises habitudes qui peuvent revenir. La première, c'est d'essayer de trouver littéralement toutes les ressources possibles sur ce sujet, puis de se surcharger. C'est similaire à deux gars dont j'ai parlé dans le livre, Terry et George, mes deux amis golfeurs de l'architecture. Terry avait une collection de magazines de golf. Il était abonné à tous les magazines de golf. Et il avait le putter dans son bureau pour s'entraîner. C'était ce genre de gars, tu vois. Il n'était pas très doué. Il n'était pas très doué au golf. Il recevait des conseils de nombreuses sources sur la façon de putter, ce qui ne l'aidait pas. Mais ensuite, la page suivante disait « Non, tu devrais putter comme ça ». Et donc, il finissait juste par être confus. George a trouvé un excellent coach et a eu un coaching privé. Il a ensuite passé du temps à faire ce qui était le moins attrayant à faire. Mais il savait que s'il se concentrait sur cette chose et s'y entraînait pendant un certain temps, cela améliorerait son jeu et lui permettrait de passer à autre chose. Et il est devenu un golfeur scratch en faisant comme ça, en passant, tu sais, une semaine juste à apprendre à lire les greens et à se concentrer uniquement là-dessus, avec les conseils de son coach, tu vois. Donc, il est crucial de ne pas chercher à être parfait. C'est vraiment important. Un excès d'apprentissage peut donner une fausse impression de progrès, comme un imposteur du progrès. Le progrès n'arrive que lorsqu'on passe à l'action. Fixez-vous une date limite ou au moins une date de début. J'adore enseigner le podcasting car il est facile de motiver les gens à se lancer et d'obtenir rapidement des résultats en leur demandant simplement « Alors, quand est-ce que ton podcast sort ?» Je ne sais pas, dans quelques mois. Non, choisis une date. Il choisit une date et passe à l'action. Quelle est la première étape? Je suppose que je dois trouver un concept pour le spectacle. Je veux voir le concept demain. Puis ils passent à l'action. Quand ils commencent à saisir le concept, même s'ils n'ont pas encore créé le spectacle, ils peuvent déjà commencer à l'imaginer. Je fais beaucoup d'exercices comme la visualisation et des choses qui me projettent dans le futur, comme imaginer à quoi ressemblerait une critique parfaite de mon spectacle maintenant qu'il est disponible. Ils parlent déjà au futur, imaginant ce qu'un auditeur pourrait dire après avoir écouté leur podcast, alors qu'aucun épisode n'a encore été enregistré. Mais à présent, ils réfléchissent à leur approche. D'accord, donc je pense que très souvent, on peut vraiment se perdre dans les actions qui sont importantes, mais on oublie souvent le pourquoi quand on devient trop pointilleux. Et quand on peut prendre du recul de temps en temps et réfléchir à son pourquoi. Votre pourquoi est devenu votre ligne directrice, votre étoile du Nord. C'est important de le garder à l'esprit. Dans le livre, je conseille de prendre du temps chaque mois pour faire une introspection centrée sur le pourquoi. Est-ce que ce que je fais est en accord avec là où je veux aller?
Souvent, on peut s'en rendre compte avant qu'il ne soit trop tard ou d'avoir trop investi de temps. J'appelle ça un Wi-Fi parce que si vous n'avez pas un bon Wi-Fi, vous ramez. Je ne sais pas. J'ai inclus des blagues de papa un peu nulles dans le livre, mais c'est ce que je voulais. Je fais ça pour qu'elle soit mémorable, pour que vous n'oubliez pas. Mais bref, ce sont quelques points importants pour s'assurer que vous tenez bon, mais aussi pour voir la lumière au bout du tunnel. Une chose dont vous parlez dans le livre, dont je suis vraiment fan et sur laquelle nous sommes vraiment très alignés sur beaucoup d'idées que vous enseignez, c'est l'idée d'enseigner, d'utiliser l'enseignement comme un outil pour vous aider à apprendre. Parlez-moi de pourquoi c'est si important, mais je veux aussi donner un peu de contexte ou de conseils pour les personnes qui débutent et qui pensent qu'elles ne peuvent pas encore enseigner et pourquoi, à mon avis, je pense qu'elles se trompent et je suis sûr que vous diriez la même chose. Alors, parlez-moi de l'enseignement. Pourquoi est-ce important pour l'apprentissage? Et aussi, si on débute, comment peut-on enseigner et comment peut-on profiter de cette astuce d'apprentissage, faute d'un meilleur terme? Enseigner est la meilleure façon d'apprendre. Cela affine vos compétences, vous aide à créer des cadres et des structures qui aident les autres et vous permettent de les intégrer vous-même. Lorsque j'ai écrit Lean Learning, j'ai dû extrapoler mes expériences et les choses que je faisais, car j'avais remarqué un schéma dans les résultats. J'ai donc dû disséquer tout cela. Et en le disséquant, je suis maintenant capable de le comprendre encore mieux moi-même, de l'apprendre et maintenant aussi de l'enseigner. C'est seulement grâce à la contrainte d'avoir à écrire ce livre que ces choses ont ressurgi. Donc, en enseignant, je veux dire, j'avais un ami à moi qui est joueur d'ukulélé, il est assez amateur, il débute juste et il apprend auprès de très bons joueurs d'ukulélé à Hawaï. Et son professeur lui a demandé « Hey, est-ce que tu enseignes l'ukulélé à quelqu'un ?» Le professeur a demandé à son élève « Hey, est-ce que tu enseignes l'ukulélé à quelqu'un ?» Et il a été tellement surpris par cette question, parce qu'il se disait « Je suis. Qui suis-je pour enseigner aux autres? C'est moi qui apprends de toi. » Mais le professeur d'ukulélé adoptait le même modèle que moi, c'est-à-dire qu'on apprend en enseignant. Alors il a demandé à son élève d'apprendre à ses enfants quelques-uns des nouveaux accords qu'il était en train d'apprendre. Et donc il avait quelques ukulélés à la maison, beaucoup d'habitants d'Hawaï y ont facilement accès. Il a enseigné quelques-uns de ces accords à ses enfants. Donc, non seulement il renforçait les accords qu'il apprenait en passant maintenant à une autre partie de son cerveau et en les intégrant davantage en tant qu'enseignant, mais il vivait aussi cette joie dans ces moments avec ses enfants. Désormais, ses enfants constatent que leur père, bien que non expert dans ce domaine, a de la valeur et peut enseigner, comme moi lorsque je rentre de l'école et que j'apprends quelque chose. Quand mes enfants rentrent de l'école, je ne leur demande pas « Comment s'est passée ta journée aujourd'hui ?» ou « Qu'as-tu appris ?» C'était plutôt « Quelle est la chose que tu as retenue de la classe aujourd'hui que tu pourrais m'enseigner ?» Leurs yeux s'illuminent quand je fais ça depuis la maternelle, et ça marche toujours. Et ça me positionne non seulement comme un parent, mais aussi comme quelqu'un qui apprend d'eux. Cela les positionne comme des personnes qui, bien que non expertes et encore étudiantes, peuvent tout de même enseigner et aider autrui. Cela les aide à affiner leur apprentissage afin d'être mieux préparés lorsqu'ils devront passer ce test. C'est pour ça. Eh bien, j'allais juste dire que j'ai remarqué, j'adore ça. Je remarque que, en dehors du fait que ça m'aide à comprendre les cadres que j'ai appris et à les transmettre à quelqu'un d'autre, ça solidifie mes connaissances. Quand j'essaye d'enseigner quelque chose, je comprends mieux mes propres lacunes. C'est comme si tout devenait limpide quand tu essaies d'enseigner un concept. Tu comprends exactement les points qui doivent être renforcés. Et je te le dis, quand tu essaies d'enseigner quelque chose sur scène, tu sais très vite quelles parties ne sont pas à 100%. Je ne dis pas que tout le monde doit se lancer là-dedans, mais si tu veux vraiment savoir si tu comprends quelque chose, eh bien, va devant un public et enseigne-le leur et tu sauras exactement quelle partie tu dois retravailler. C'est une situation de haute pression. J'aime vraiment les sessions de questions-réponses devant un public. Oui, moi aussi, pour plusieurs raisons, parce que c'est moins une performance et plus du temps réel. Et cela dégage une certaine énergie et autorité, mais comme quand une personne te pose une question. Si on te pose une question sur scène et que tu ne connais pas la réponse, sois honnête. Dis, c'est une très bonne question, mais je n'ai pas la réponse pour l'instant. J'ai maintenant envie de faire des recherches et la prochaine fois que je serai devant vous, je pourrai partager ça ou trouver les bonnes ressources. Désolé, je ne sais pas pour l'instant. Prochaine question, s'il vous plaît. Voilà comment gérer ces situations. J'ai toujours eu peur de me dire, en tant qu'artiste sur scène, je devrais tout savoir. Donc je ne me mettrai pas dans cette situation.
j'ai engagé un coach en prise de parole, contrairement à l'apprentissage par mentorat. J'ai appris que tu peux gérer ça et aussi apprendre en même temps. Merci d'avoir mentionné les derniers chapitres du livre sur l'enseignement. C'est la meilleure façon de renforcer ton apprentissage et de montrer comment, en tant que communauté, nous pouvons améliorer le monde en vivant des expériences, en les partageant et en collaborant, ce qui est un thème central du livre. Je dirais simplement qu'il m'est arrivé d'avoir des lacunes et que quelqu'un m'a posé des questions en direct pour y remédier. Tu n'auras jamais de fan plus fidèle que si tu lui dis que tu ne connais pas la réponse, que tu vas chercher la solution pour lui, puis que tu reviens vraiment vers lui pour lui donner la réponse à la question ou au problème qu'il essaie de résoudre. Ça les épate parce que très peu de gens le font, alors que c'est pourtant si simple à faire. Les autres personnes qui n'obtiennent pas directement la réponse de Scott se disent qu'il est honnête. Quand il répond à une question, c'est réel et authentique, car il admet quand il ne connaît pas la réponse. Ensuite, il cherche les réponses et les transmet, ce qui est spécial. J'ai vu des gens sur scène faire semblant de connaître la réponse, c'est presque embarrassant. Peut-être que c'est parce que je suis un orateur formé, mais les gens le savent, l'authenticité se voit tout de suite. D'une manière ou d'une autre. La dernière réflexion sur l'enseignement, puisque tu as mentionné cela, et je trouve ça intéressant, je ne l'avais jamais entendu formuler de cette façon. L'expertise contre l'expérience dans l'enseignement. Alors, peux-tu expliquer la différence et dans quel cas il est préférable pour quelqu'un d'enseigner l'expertise plutôt que l'expérience? Ou comment exploites-tu cela? La différence entre les deux serait utile. Oui, je veux dire, l'expertise, c'est quand tu as investi un certain temps et des efforts et que tu es capable de créer ces cadres à partir d'une position d'autorité, n'est-ce pas? Vous avez obtenu des résultats grâce à vos actions. Et maintenant, tu veux que les autres vivent les mêmes résultats, mais de façon encore plus marquée. C'est là que les livres entrent en jeu, les cours, ce genre de choses, les consultations, le coaching. C'est un niveau supérieur. Et tu sais, tu es un légèrement plus avancé que quelqu'un encore dans le brouillard. Mais l'essentiel, c'est que tu peux être utile malgré le brouillard, car tu traverses tout cela avec les gens. Par exemple, avec ma première entreprise où j'enseignais aux gens comment réussir l'examen LEAD, c'était le nom de cette entreprise que j'aidais les gens avec. Je n'étais pas un expert de ce test. En fait, j'ai à peine réussi l'examen. Il me fallait 170 sur 200 et j'ai eu genre 173 ou quelque chose comme ça. Et c'est un examen très difficile. Donc, une partie de moi se sentait comme un imposteur à venir enseigner ça. Qui suis-je pour enseigner ça? Cependant, en discuter avec les gens et répondre à quelques questions, tu pouvais voir leurs yeux s'illuminer et ils te voyaient comme un expert parce que tu as une expérience très proche de celle qu'ils s'apprêtent à vivre. En fait, dans de nombreux cas, quelqu'un qui vient juste de passer par le même processus est plus précieux que quelqu'un qui a 40 ans d'expérience dans le domaine, qui parle sur un podium à l'université et qui est tellement éloigné de la réalité que, oui, il connaît peut-être beaucoup de choses, mais je pourrais aussi chercher ces informations sur Google aujourd'hui. Mais c'est la réalité. Laisse-moi te montrer. Et c'est ainsi qu'en 2009, j'étais tellement inquiet parce que l'entreprise qui a rédigé les questions pour cet examen, le Conseil américain du bâtiment durable, a sorti son propre guide pour concurrencer le mien. Je pensais que c'était fini pour moi. Pourquoi apprendrait-on de moi quelqu'un qui a à peine réussi l'examen? Je suis juste un gars lambda qui a créé un guide face à ceux qui rédigent les questions. Pourtant, mai 2009 a été mon mois le plus rentable et je me suis demandé pourquoi. Tout d'abord, ils ont envoyé des tonnes d'emails à tout le monde. Avec leur guide qui coûtait environ 169 $, donc vraiment cher. Et alors les gens ont commencé à faire des recherches pour voir quels autres guides existaient et ils ont trouvé le mien et ont décidé d'acheter chez moi. J'ai posé une question dans un sondage. Pourquoi avez-vous acheté chez moi et pas chez eux? Je voulais vraiment juste connaître la réponse et ils ont dit « Eh bien, j'avais l'impression de te connaître parce que tu venais juste de passer l'examen et tu sais exactement ce que ça fait de l'intérieur. » La même perspective que j'aurais, et ça m'a tellement appris au début. C'est pourquoi, quand je me montre en ligne, même si je dois encore apprendre, je sais que je peux enseigner ces choses. Pas besoin d'attendre 10 000 heures d'expérience pour me sentir qualifié. Je peux enseigner après la première heure parce que quelqu'un débute. J'adore ça.
L'expertise, c'est ce que la plupart des gens pensent devoir avoir avant d'enseigner quoi que ce soit. L'expérience, pour reprendre ton point, ce n'est pas seulement la permission d'enseigner avec l'expérience que tu viens d'acquérir, mais pour certaines personnes, ça peut aussi être plus précieux, plus. Et aussi, tu sais, les personnes qui en sont à l'heure zéro, parfois, pour reprendre ton point, il faut rechercher une expérience récente parce que cela sera plus pertinent dans le contexte de ce que tu traverses en ce moment que quelqu'un qui a vendu une entreprise il y a 10 ans pour 100 millions. Tu vois, quelqu'un comme ça, je veux dire, tu peux parler de beaucoup de ces sujets. Alors, je suis sûr que c'est tout un autre podcast. Mais quand tu regardes les mentors, tu as des personnes qui sont tes pairs, des personnes qui sont juste un peu en avance sur toi. Et puis, tu peux avoir quelques personnes qui sont, tu sais, plus avancées dans leur carrière et dans leur vie. Mais avoir des pairs qui vivent la même chose que toi et te tiennent responsable est important, selon moi. Et des personnes qui sont juste un peu en avance sur toi, ce sont les types de mentors les plus utiles. Ce sont celles qui vont vraiment t'aider à faire bouger les choses dans ce que tu essaies de comprendre. Et tu es capable de les aider, je Veut dire, et être présents les uns pour les autres. Ce n'est pas à sens unique. L'enseignement n'est pas à sens unique. C'est dans les deux sens. les groupes de réflexion, les cercles de confiance ou des cercles de personnes où chacun devient le chef à un moment donné quand ils ont besoin d'aide ou présentent quelque chose aux autres, sont importants. Ils permettent d'éviter d'avoir un seul chef à la table. Donc, oui, absolument, à 100%. Je veux dire, toi et moi, on se ressemble beaucoup. À 1000%, oui. Quelle serait une idée à propos de laquelle je ne t'ai pas interrogé, mais que j'aurais dû et que tu aimerais partager avec le public tiré du livre? En plus de la micromaîtrise, qui permet d'avancer rapidement en atteignant un niveau très précis, il existe d'autres moyens d'aller vite. Une de mes méthodes préférées, c'est ce que j'appelle le Power 10. J'utilise probablement cette technique plus que toute autre dans mon entreprise parce qu'elle m'aide à obtenir des résultats rapides et à avoir des poussées de succès, si on peut dire. Le Power 10 vient du monde de l'aviron. J'ai moi-même fait de l'aviron à l'Université de Californie dans l'équipe poids léger. Si vous me voyez maintenant, vous comprendrez que je ne faisais pas partie des poids lourds. Mais dans un bateau de 8 personnes, plus un barreur qui donne les commandes, quand on est sur l'eau, on peut simplement voguer tranquillement, mais si on est en course, on veut prendre de l'avance sur les autres bateaux. Alors, comment fait-on pour prendre de l'avance en aviron? On fait ce qu'on appelle un Power 10. Et un Power 10, c'est quand le barreur compte à rebours pour préparer tout le monde. Power 10 dans 3 coups, 2 coups, 1 coup, go. Et pendant 10 coups, et seulement 10 coups, tu donnes tout ce que tu as. Toi et le bateau, c'est littéralement comme un couteau chaud dans du beurre. Le bateau glisse sur l'eau. Quand tu vois un Power 10 en action, le bateau avance d'un coup et tu obtiens ça parce que c'est 10. Pas 1000, sinon tu t'épuiserais ou tu t'effondrerais et tu ne fais pas que te laisser porter tout le temps. Tu as un moment précis, 10 coups dans le monde de l'aviron, mais pour toi, en tant qu'entrepreneur, ça peut être 10 jours ou 10 épisodes de podcast, peu importe ce que c'est. Par exemple, j'enseigne à beaucoup de podcasteurs comment faire du podcast. J'ai des milliers d'élèves. Une chose que nous faisons, c'est ce qu'on appelle une semaine de frappe. On appelle ça une semaine de frappe. Oui, tu peux sortir un podcast chaque semaine, mais dans les 3 prochains mois, prends une semaine pour sortir un épisode par jour. Oh mec, c'est beaucoup de boulot supplémentaire. Ça me prend une éternité de... C'est vrai. Tu vas avoir un épisode de podcast quotidien pendant une semaine. Crée un événement autour de ça. Créer de l'engouement autour de ça va augmenter tes téléchargements et tes appels à l'action cliquée. Ce Power 10 que tu mettras en place sera génial. Alors, au travail, comme un hackathon, des choses incroyables sont créées en 24 heures par des gens qui se disent « Pendant 24 heures, on construit ce truc en mangeant de la pizza jusqu'à ce que ce soit fini. » Super, tu ne fais pas un hackathon chaque soir, mais quand tu le fais, les choses avancent. Et c'est ça l'essentiel. Alors, quelle est ta version, toi, l'auditeur, d'un hackathon ou d'un Power 10 que tu pourrais mettre en place? Il y a une anecdote que je raconte ailleurs où je me suis blessé en tant que rameur. J'étais aussi footballeur et je me suis blessé, donc je ne pouvais plus ramer. Finalement, je suis devenu barreur pour l'équipe féminine d'aviron parce que leur barreur avait quitté l'équipe. Il y a d'autres leçons à tirer de ça, mais au final, on a gagné toutes les courses. Et oui, un homme peut être dans l'équipe féminine d'aviron seulement s'il est barreur, et même si j'étais plus lourd que toutes les filles du bateau, on a quand même gagné. Mon gars, ça a été l'une des meilleures expériences de ma vie. L'année suivante, je suis sorti avec l'une d'elles et tout a dégénéré. Il y a vraiment une leçon de vie là-dedans, mais ne fais pas ça non plus.
Non, je pense que c'est un très bon conseil. D'ailleurs, j'ai vu ça avec des YouTubers qui font le Vlogmas et ils mettent tout dans le vlogging, genre tous les jours autour de... Noël, 30 jours de n'importe quoi. Ouais, et les gens se connectent juste pour ces quelques vlogs autour de Noël et c'est ce que les gens adorent. Ils attendent ça toute l'année. Bref, c'est une idée très puissante. Est-ce que tu recommanderais à quelqu'un de faire ça au début pour gagner de l'élan ou plutôt plus tard dans son parcours, une fois qu'il a déjà un peu maîtrisé son art? Oui. Oui, pour les deux, oui. Espace-les, mets-les en place quand tu peux. Bien sûr, il faut leur consacrer du temps, avoir de l'énergie ou même rassembler les ressources nécessaires, si tu veux, pour ces moments-là. Mais l'astuce, c'est de trouver le bon équilibre. Parce que si tu fais un Power 10 chaque semaine, tu vas t'épuiser. Imagine un bateau avec 8 personnes qui rament aussi fort qu'elles le peuvent tout le long du trajet. Je veux dire, c'est comme sprinter au début d'un marathon, tu vois? Donc, je pense que c'est une question de... Peut-être que tu fais un sprint au début juste pour prendre de l'avance sur le groupe, mais ensuite, tu te laisses porter, tu trouves ton rythme, et puis au 7e kilomètre, tu te dis « Ok, je vais prendre ce prochain kilomètre et y aller un peu plus fort. » Mais il faut faire attention à ne pas, encore une fois, s'épuiser. Et donc, de façon très similaire, on a tous entendu cette analogie que le business, l'entrepreneuriat et la vie, c'est comme un marathon, ce n'est pas un sprint. Cependant, tu peux prendre de l'avance en sprintant de temps en temps. C'est la clé. Il est donc important de le mettre en place. Quel que soit ton point de départ actuel, auditeur, demande-toi quelle est ma version d'un Power 10 réalisable dans les mois à venir. Tu pourras ensuite planifier le prochain. Incroyable. Pat, je t'apprécie beaucoup. Je veux donner aux gens la possibilité de te trouver facilement. Le livre sera disponible partout où les livres sont vendus, comme Amazon. Peux-tu partager les liens de ton site web et réseaux sociaux? On les ajoutera dans les notes de l'émission. Fais-leur savoir. Je t'apprécie, mec, et j'apprécie aussi tout le monde qui écoute pour votre temps. J'espère que ce n'était pas seulement agréable, mais aussi quelque chose qui peut vous aider. Si tu prends le livre, merci beaucoup. On fait tout pour atteindre la liste cette année. C'est mon premier livre publié traditionnellement. On verra ce qui se passe, mais ça va bien se passer. Très bien marché. J'adore le paradigme. Changer de paradigme. J'adore aider les gens à s'échapper de la matrice. Tout ça, c'est du bon. Et parce que ce n'est pas seulement une question d'écoute. Il y a des leçons de vie. Il y a des leçons de business. Tu es un créateur et entrepreneur prolifique, mais aussi tout ça, c'est amusant. Mais il s'agit de changer l'état d'esprit concernant l'apprentissage du succès, de l'exécution, de l'entrepreneuriat. C'est pourquoi, pour ce podcast, quand je l'ai lancé au début, juste pour te donner un peu de contexte, je n'ai pas besoin de te raconter toute l'histoire. Mais j'ai commencé ce podcast avec des conversations très tactiques sur comment, tu sais, pour réussir dans le marketing numérique, il est crucial d'avoir les bons schémas mentaux en place. Ce livre regorge de schémas mentaux essentiels et indispensables pour créer des campagnes d'email à fort taux d'ouverture et de clics et lancer d'excellentes publicités Facebook avec un super retour sur investissement. Les tactiques sont importantes, mais les schémas mentaux sont la clé du succès. Voici quelques-uns des schémas mentaux les plus cruciaux que tout entrepreneur ou individu devrait assimiler. Je pense que ça va bien fonctionner. Merci, mec, ça compte énormément. Vous pouvez me trouver sous le nom de Pat Flynn sur la plupart des réseaux sociaux. Je possède une chaîne YouTube et le site smartpassiveincome.com où nous aidons les entrepreneurs à atteindre leurs objectifs. Et leanlearningbook.com. Si vous écoutez ceci et que vous y accédez avant le 3 juin, il y a des bonus pour les précommandes anticipées. Peu importe quand vous écoutez ceci, j'espère que cela vous sera utile. J'espère que cela a de la valeur. Et je suis vraiment super enthousiaste pour ton soutien, Scott. Ça compte énormément pour moi. Merci. C'est un plaisir. Une dernière question que j'aime poser car tu as déjà beaucoup partagé et je sais que tu es un homme de famille. Tu essaies d'enseigner à tes enfants à naviguer dans la vie, l'entrepreneuriat et les affaires. Si je devais résumer tout ce que j'ai appris dans ma vie en une seule idée à transmettre, ce serait ceci. La persévérance est la clé du succès dans la vie, les affaires et l'entrepreneuriat. Car sans détermination face aux obstacles, il est impossible d'atteindre ses objectifs et de réaliser ses rêves. Juste une. Juste une. Tu ne peux pas faire ça tout seul. Sors, crée des relations, rencontre d'autres personnes, sers les autres. Cela me rappelle ma citation préférée de Zig Ziglar. Tu peux tout avoir dans la vie si tu aides les autres à obtenir ce qu'ils veulent. Merci.